Bonsoir à tous. Merci d'être là malgré l'accident qu'il y avait sur la route. On arrive à être plus ou moins complet. Donc bienvenue à ce deuxième café numérique de la 5e saison. Pour ceux qui ne connaissent pas le café numérique, en fait, nous on est une ASBL à Arlon, la ASBL 6x7. Et donc on a pour but de promouvoir les nouvelles technologies dans la province du Luxembourg. Pour ce faire, on organise le café numérique Arlon, qui est une initiative qui est née il y a un peu plus de 10 ans à Bruxelles en fait. Vous connaissez peut-être déjà le café numérique à Bruxelles, dans l'optique de faire une vulgarisation des nouvelles technologies. Aujourd'hui, c'est dans beaucoup de villes en Belgique, dont Liège, Mons, Marchand-Famenne, Bruxelles, mais aussi dans le monde entier, avec entre autres New York, Londres et Bogota. Ensuite, on organise les jeudis du libre, tous les premiers jeudis du mois, une fois par trimestre. Donc là, le prochain, normalement, Rémi qui s'occupe de ça n'est pas encore là, il est dans les bouchons, ce sera sur Elasticsearch, si ça vous intéresse. Et on organise aussi le Repair Café à Arlon. Nico, tu peux peut-être dire un petit mot sur le Repair Café? Le Repair Café, c'est une initiative qui permet aux gens de faire réparer leurs appareils électroménagers, leur informatique, etc. Tout en apprenant comment il a été réparé. Savoir qu'ils puissent le réparer s'il retombe de nouveau en panne. Et donc une organisation auquel on participe et qui a lieu une fois par mois, le 3e dimanche de tous les mois. Et donc on co-organise ça avec la Maison de la Laïcité, Green Lab, j'oublie chaque fois, je vais me faire taper sur le CLAC, la Maison des Associations, et voilà. Donc Maison de la Laïcité, le CLAC, Green Lab, Maison des Associations. Et donc l'équipe du café numérique, donc maintenant il y a Cédric qui est le vice-président, Sébastien le secrétaire, Yves le trésorier, moi-même la présidente, et on remercie nos bénévoles, Alexis, Manon, Nicolas et Rémi. On remercie aussi nos partenaires qui sont Infor-Jeunes, le cabinet d'architecture Romain Lambert, Horizon 9 et l'espace de coworking Green Lab. N'hésitez pas à venir voir nos news sur le site Café Numérique Arlon, notre Facebook et notre Twitter. On a aussi une communauté Slack. On s'amuse comme des petits fous, venez nous retrouver. Et voilà, aujourd'hui, on parlera de l'avenir des voitures électriques en province du Luxembourg avec Tesla. On remercie d'être présent aussi bien Tesla que le Tesla Club de Luxembourg. Et PowerDAL qui viendra nous parler un petit peu de tout ce qui se passe en voiture électrique. Voilà, donc on va être assez chronométré pour assurer le drive test convenablement. Pour les inscrits, malheureusement, désolé pour ceux qui n'ont pas eu de place, mais vous pourrez facilement parler avec Tesla si vous voulez faire des drive tests plus tard. Merci, je laisse la parole alors. Merci. Voilà, donc, mon nom, je suis Olivier Pirot, je suis responsable de la société PowerDAL. PowerDAL est une société qui développe des solutions de rechargement pour véhicules électriques, des plateformes, des produits hardware, on verra ça plus tard. Aussi dans une optique de gestion intelligente de l'énergie. Parce que notre premier métier, c'était l'énergie monitoring, l'énergie management, et on a pris depuis 5 ans le train de l'électromobilité, et donc on combine les deux comme un service complet aux entreprises. Aujourd'hui, je vais présenter rapidement un peu les évolutions que la voiture électrique va apporter dans le futur énergétique. Un futur qui ne va pas être très très loin. Et donc, je vais balayer rapidement un certain nombre d'éléments clés de l'impact de la voiture électrique et les solutions qui existent déjà actuellement pour utiliser la voiture électrique au jour le jour. Mais ceci avec une vision énergétique très forte. Et donc, ma présentation s'intitule Batterie et réseau parce qu'effectivement, il y a un impact très fort entre une interaction très forte entre une flotte électrique importante et les réseaux électriques. Alors, moi, je suis convaincu qu'on va vraiment vers une nouvelle libéralisation du marché. Ah, je passe devant, ok, ça va. On va vraiment vers une nouvelle libéralisation du marché électrique parce que le modèle va complètement basculer avec la voiture électrique, avec le mode de rechargement, avec le déplacement de l'énergie, avec des possibilités de véhicules to grid. Et donc ça, c'est vraiment une opportunité pour un nouveau modèle très local, très partagé de la production et de la consommation d'énergie.
Et donc, en réfléchissant sur ma présentation, j'ai cherché une image qui rassemblait tout ce nouveau modèle. Je suis retombé sur une vieille dia où on voit ma maman et mes grands-parents en train de planter des pommes de terre à Bellefontaine. Et donc, on verra pourquoi cette image représente pour moi la vraie évolution du secteur énergétique combiné avec l'utilisation des batteries. Mais regardons un peu dans quel contexte on vit actuellement. Et donc, on vit dans un contexte où tout est smart, tout est digital. Hein? Et effectivement, on a la possibilité de faire des algorithmes très très puissants, on peut faire du big data, on peut collecter des données pour pas cher, on peut mettre des capteurs à beaucoup d'endroits. Et donc, on a actuellement la possibilité technologique d'intégrer beaucoup d'informations. On est vraiment dans ce contexte-là. Oh, pardon, c'est pas celui-là. On est aussi dans un monde où de plus en plus de gens sont prêts à accepter le partage d'assets, le partage de véhicules, le partage de vélos, le partage de fonctionnalités. Et certainement, dans les grandes villes, ce concept est déjà visible par des infrastructures, par des voitures qui sont partagées, des choses comme ça. Et donc, de plus en plus, dans ce concept-là, la voiture électrique peut être aussi une opportunité. On est aussi dans un concept où on promeut de plus en plus la production locale, donc la génération d'énergie locale verte, les PV, l'éolien, c'est certainement des vecteurs très importants par rapport à l'intégration de la voiture électrique dans le secteur. Et pour représenter cette notion d'énergie locale, j'ai pris ici une photo du tableau électrique du Titanic, pour faire un peu le clin d'œil aussi que beaucoup de business qui sont définis actuellement, qui sont réglementés, ou ce sont vraiment des majors qui jouent dans le secteur de l'énergie, il n'est pas certain qu'ils ne vont pas rencontrer un gros iceberg très rapidement qui viendra certainement de la partie intégration du véhicule électrique. Aussi, un autre aspect, c'est qu'on peut démarrer un business, on peut démarrer une start-up qui peut avoir un impact très large avec pas nécessairement beaucoup de ressources. Donc on n'est pas obligé d'être un major pour lancer une nouvelle activité dans des marchés qui changent très très rapidement. Et donc, on est vraiment dans ce contexte-là. On est aussi dans un contexte où on est dans un réseau social permanent. Il suffit de voir les publications, le live qui peut passer par maintenant, les tweets que Martin est sûrement en train de préparer. Donc on est vraiment dans un monde où il y a une communication sociale très forte et il y a aussi cette notion de groupe. Il y a des gens qui ont des intérêts communs et qui ont un groupe et qui se retrouvent là-dedans et qui génèrent une dynamique par rapport à un segment, par rapport à une activité. Autre aspect, en Belgique, il y a il y a une voiture pour 2 personnes. Donc il y a 2 personnes par voiture. Donc on est dans un marché à 6 millions de voitures en Belgique. Donc c'est un marché super important. On est évidemment dans un marché particulier qui a toute la partie voiture de société qui génère un renouvellement très rapide par rapport à d'autres pays. Et c'est aussi une opportunité pour la voiture électrique. On est aussi dans un monde avec ce concept d'ubérisation de tout. Et je ne veux pas le généraliser sur tous les services, mais on sent quand même qu'on arrive dans un modèle où les gens ont effectivement un salaire principal, mais ils ont aussi un certain nombre de revenus associés à un bed and breakfast, à l'allocation d'une place de parking, à ci et ça. Donc je pense que nos enfants vont vraiment s'inscrire dans un monde multisalaire ou multi-partage de revenus et d'assets. Alors, moins joyeux, on est clairement dans un monde où effectivement tout le monde parle du CO2, personne ne l'a jamais vu, mais par contre, ce qu'on voit clairement, c'est la pollution. Et donc, il faut faire quelque chose sur la pollution, peut-être pas dans les belles campagnes ici, mais dans les grandes villes, il faut faire quelque chose, le long des autoroutes, il faut faire quelque chose. Il suffit de se promener en vélo dans une ville pour se rendre compte qu'il y a un problème de pollution. Il y a sans doute un problème sur le long terme sur le CO2, mais il y a vraiment un problème aujourd'hui avec la pollution. Et il faut trouver des solutions. Une solution, assez facile, en tout cas par rapport au transport de personnes, c'est l'électromobilité. Alors on va regarder maintenant un peu plus en détail la partie électromobilité. Ça c'est mon véhicule en 1996.
J'utilisais ça pour aller de mon boulot, de ma maison à Uccle jusqu'à Drogenbos, où je travaillais. Et ça me permettait d'avancer à du 45 km à l'heure, d'avoir 40 km d'autonomie. Maintenant, heureusement, je ne suis pas venu avec ce véhicule-là pour venir jusqu'ici. Je suis venu avec une Tesla qui me permet de me déplacer librement. Et ça, c'est mon agenda de la semaine. Lundi, j'étais à Malines. Aujourd'hui, je suis à Arlon. Mercredi, je suis à Liège. Jeudi, je suis au Luxembourg. Et vendredi, c'est le jour des pizzas chez Coedel. Donc, je reste absolument chez Coedel pour la pizza du vendredi midi. Et donc, sur une semaine, je vais faire 1200 km à peu près, full électrique. Et ça, sans contrainte particulière. Pourquoi? Évidemment, je dispose d'une infrastructure de rechargement à la maison et au bureau. On verra ça tout à l'heure. Alors maintenant, on peut regarder oui, les voitures électriques. Effectivement, la petite que j'avais en 1996, c'était peut-être pas super puissant, c'était pas super performant. Maintenant, si je regarde la Tesla avec ses 420 chevaux, si je compare avec une Porsche, Panamera, je suis à 420 chevaux, comme par hasard, et j'ai un poids de 2000 kg. Et si je reviens un peu en arrière, donc la Delta, il est de 230 kg, et c'est bien principalement des batteries. Évidemment, il y a un effort qui est fait au niveau de l'architecture même de la voiture, mais on n'est pas dans des deltas énormes. Quand on regarde des puissances de ce type-là, la différence de poids n'est pas très importante. Alors il faut savoir qu'une voiture électrique, lorsqu'on freine, d'abord on freine par récupération, et donc le poids n'est pas nécessairement un gros impact. Alors qu'une voiture classique, on freine, on évacue tout en chaleur dans les disques. Dans une voiture électrique, quand on freine, même si la voiture est lourde, on récupère un maximum et on s'arrête pratiquement sur la régénération. Et donc, ce poids n'est pas un impact maintenant. Effectivement, le coût des batteries est un impact, mais le poids n'est pas vraiment un problème. Alors, maintenant, on peut regarder les voitures un peu plus communes. Nous, on sait facilement comparer une Golf électrique et une Golf diesel. Et donc là, on a aussi des différences de poids de 200 kg. Mais on peut franchement penser que la voiture électrique du futur aura 60 kWh minimum d'autonomie. 60 kWh, ça correspond à 300-350 km d'autonomie. La tendance est clairement d'aller vers le 500 km d'autonomie et donc avoir une batterie de 100 kWh. On va revenir sur ce chiffre tout à l'heure encore de 100 kWh. Voilà. Et donc, si on regarde deux voitures actuelles, donc la Tesla plus la Renault Zoé, là on est déjà à 110 kWh. Donc ils viennent d'annoncer l'augmentation de la taille de la batterie pour la Zoé pour atteindre des distances de 300 réels et 400 sur le catalogue. Donc on est dans un monde où la batterie augmente et psychologiquement, vous essayez de vendre une voiture électrique à votre épouse ou à votre papa ou votre maman, le seuil des 400, des 500 km doit être atteint pour être facile à être utilisé. Et on y arrive facilement en mettant 60 kWh dans une batterie. Et donc, 300 km de range, c'est 60 kWh. Et ça, c'est en roulant sans aucun souci d'économie, en ayant beaucoup de plaisir, puisque ces voitures électriques sont très puissantes, et donc c'est très agréable à utiliser. Alors, si vous regardez 20 000 km, ça représente 4000 kWh. 4000 kWh, si vous regardez par rapport à une surface de panneaux photovoltaïques, c'est à peu près la production de panneaux photovoltaïques d'une installation à la maison. Et donc, en termes d'énergie, c'est pas compliqué de produire l'énergie suffisante pour assurer les 20 000 km par an, en moyenne. Et donc, on va revoir encore tout à l'heure, on est dans un modèle où on sait effectivement produire, on sait consommer et on sait utiliser ces voitures électriques. Maintenant, il y a encore un certain nombre de pas à faire, de pas technologiques. Maintenant, on est vraiment dans un coût à 6 euros les 300 km, donc en regardant la partie énergie. Évidemment, si on tient compte de la partie transport, les taxes et des choses comme ça, on rentre dans un modèle un peu plus cher. Mais on détecte assez vite qu'il y a un intérêt à produire et consommer localement, produire et charger la voiture et puis se déplacer. Et donc, tout ça pour avoir une injection directe entre ce qu'on produit sans nécessairement passer au réseau et pour éviter des coûts de réseau qui sont globalisés, qui sont nécessaires, mais qui, dans le cas de la voiture électrique, sont un peu impactants. Alors, on continue un peu avec des chiffres.
Hein, si on regarde une voiture classique qui fait 8 litres au 100, 100 000 km sur une vue de 100 000 km, on est en coût de combustible, je parle uniquement le coût de combustible, on est à 11 200 euros, alors qu'en électrique, en comptant, je charge la moitié à la maison ou la moitié au bureau, je compte le coût global, pas nécessairement le coût pour la personne, mais le coût global, on arrive à 4 000 euros pour 100 000 km. Et ça, je ne compte pas l'utilisation de tous les points d'appui qui sont accessibles déjà maintenant. Alors, donc là, on a un delta de 7 200 euros. Retenez, on y reviendra. Si on regarde le prix, le prix standard du kilowattheure de batterie, on est 60 kWh, 250 euros le kilowattheure, on est à 15 000 euros. Donc ça, c'est peut-être la fourchette haute, mais si vous regardez les prix des voitures électriques par rapport à des prix des voitures à essence, on retombe plus ou moins dans ces ordres de grandeur-là. Il est clair que actuellement, tout le monde travaille sur les batteries. Tous les groupes chimiques, toutes les universités, je pense qu'on travaille plus sur les batteries que sur le cancer. Donc c'est assez impressionnant la quantité d'efforts qui est mis là-dedans. Et donc, on est vraiment dans un modèle où assez rapidement on va pouvoir réduire, allez, je tape un chiffre, 20% sur le coût, je peux réduire aussi facilement 20% sur la densité. Et donc on va arriver assez vite à ces 150 euros par kilowattheure. Donc on va arriver à une batterie pour faire 300-350 km d'autonomie de 9 000 euros. Si vous prenez le delta, vous arrivez à 1 800 euros de delta. Et je n'ai pas parlé du fait que l'entretien, vous oubliez pratiquement pour une voiture électrique, hein, et vous arrivez rapidement à un delta de 0. Donc on y est presque. Hein. Si vous comptez peut-être une aide fiscale, maintenant on y est, mais même hors aide fiscale, on va y être très très rapidement. La voiture électrique va être moins chère à l'utilisation qu'une voiture à essence. Donc on est dans un monde où la voiture électrique arrive massivement avec une batterie de 60, 80, 100 kWh. Okay. Maintenant, si on regarde le réseau électrique, est-ce qu'on a la capacité d'alimenter toutes ces voitures? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme nouveau business autour de la voiture électrique? On a parlé beaucoup, hein, on va mettre beaucoup d'éoliens, on va mettre beaucoup de panneaux photovoltaïques, donc il faut mettre des capacités de stockage. Ah, on va construire un atoll. Ça c'est bien, tout le monde regarde, ah oui, un atoll, ah oui, c'est comme ça marche comme ça. Ah. Problème, pour stocker 5 gigawattheures, on verra les notions, on doit dépenser 1 milliard 200 millions. Ok? Assez vite, tout le monde s'est rendu compte, oula, ça fait cher le kilowattheure, donc on arrête. Okay. Maintenant, Co 3, donc ça c'est Co 1 et Co 2, il y a un projet d'extension, juste pour donner des ordres de grandeur, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire Co 3, mais les ordres de grandeur, pour faire 3 gigawattheures de stockage, on va dépenser 600 millions. Okay. Pour faire 3 gigawattheures de stockage, en tenant compte d'un certain pourcentage de connectivité, on a besoin de 100 000 voitures électriques en Belgique. Ça représente 1,6% des voitures. 1,6%. Donc on est combien ici? On est 50. Ça fait une voiture connectée. Donc c'est pas énorme. Donc on est vraiment dans un modèle où on peut créer rapidement des capacités de stockage, des capacités de consommation largement planifiables. Et donc, on pourrait dire, 100 000 voitures, j'ai besoin de 100 000 voitures pour 3 gigawattheures, bah, je divise mon budget de cours, 3, et j'arrive, prime 6 000 euros par voiture. Bon, c'est pas si évident, parce qu'évidemment, la durée de vie d'une voiture et tout ça, mais on se rend compte quand même que les ordres de grandeur qu'on s'est assez vite créés en termes d'énergie et en termes de coûts ne sont pas si énormes que ça. Et donc, on peut facilement créer des solutions de stockage. Maintenant, facilement, hein, Elon Musk va vous dire, c'est pas si facile que ça. Hein. Donc, c'est pas si facile que ça. Déjà, simplement pour un aspect, pas faire des voitures, des tôles, on en fait depuis des années, il y a plein de constructeurs qui savent emboutir des plaques, on sait faire des moteurs électriques. Le problème maintenant, c'est vraiment la capacité de production des batteries. Alors, si on pense aux 6 millions de voitures qu'il y a en Belgique, si on dit on va basculer, hein, soyons ambitieux, 100% en 10 ans,
Mais il est certain qu'on doit créer une gigafactory en Belgique. Autrement, on n'y arrivera pas. Donc, si vous voulez investir de l'argent, je pense qu'il ne faut pas les investir dans les turbos, dans les diesels, dans les injections, mais dans les gigafactories. Parce que ça va être le frein à l'introduction de la voiture électrique, le frein et l'opportunité, parce que on va voir, on peut créer un certain nombre de business models autour de cette batterie qui est mobile et qui peut aider un certain nombre de business. Donc, il faut chercher maintenant un terrain, quelque part, pour mettre une gigafactory. Je pense que là, il y a moyen d'envoyer un tweet à Elon pour dire on est prêt. Et maintenant, si on regarde notre fameux réseau haute tension belge, tous les jours, on véhicule 350 gigawattheures. Okay, donc, si vous regardez, c'est 24 heures, moyenne à 10, 11 000 mégawattheures. Donc, une centrale nucléaire, c'est 1000 mégawattheures, pour donner des ordres élémentaires. Donc, on a un certain nombre d'assets de production qui tournent sur 24 heures. Et évidemment, le diagramme, il n'est pas plat, on va le voir tout à l'heure. Il est vraiment dans un creux avec une bosse au milieu et des choses comme ça. Mais on verra un peu plus tard quel est l'impact de la voiture électrique par rapport à ce fameux diagramme. Et donc, une nouvelle notion que on n'entend pas beaucoup, c'est la notion de déplacement d'énergie. Donc, si vous imaginez la Belgique et vous mettez l'unité de production au centre de la Belgique et vous mettez la consommation tout au même endroit, vous avez un chiffre qui est sans doute extrême, parce que ce n'est pas la réalité, on verra aussi, on déplace 250 gigawattheures fois, on va dire taper un chiffre, 150 km. Et donc on arrive à une notion tout à fait farfelue, mais qui donne un ordre de grandeur, de 37,5 TWh km. Donc c'est, anciennement, on déplaçait des trains de charbon pour amener l'énergie dans des centrales, pour amener de l'énergie dans des endroits où on avait besoin de cette source de chaleur pour faire de l'électricité ou de l'utiliser en tant que chaleur, mais c'est vraiment, on déplace de l'énergie avec le réseau électrique. C'est le réseau de transport, c'est évident, et l'ordre de grandeur, c'est 37,5 TWh km. Okay, dans un monde où on a beaucoup de production locale et de consommation distribuée, on fait une approximation grossière et je l'assume, on déplace la même énergie, puisqu'on consomme la même quantité, 250 gigawattheures fois 30 km. 30 km, on va dire, c'est la distance moyenne entre un point de production et un point de consommation. Dans un mode où il y a pas mal d'éolien, où il y a pas mal de cogénération, où il y a pas mal de PV. C'est un ordre de grandeur. Maintenant, si je regarde, le chiffre là, il date de 2015, on va arrondir, on est à 6 millions, on prend 33%, 33% de 5 600 000 voitures en Belgique, on est à 2 millions de voitures. 2 millions de voitures, fois 100 kWh, c'est la batterie standard qu'on a dit tout à l'heure, fois 30 km de déplacement moyen, comme par hasard, on arrive à 6 TWh km. Qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre? Ça veut dire que les déplacements de voitures électriques transportent autant d'énergie que le réseau belge. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, tout simplement, dans mon cas, je rentre le vendredi soir avec 85 kWh à la maison, puisque j'ai une Tesla à 85. Je ramène 85 kWh à la maison. Si je ne roule pas beaucoup pendant mon week-end, je peux vivre avec cette énergie-là à la maison. Donc j'ai transporté de l'énergie produite avec des PV à mon bureau et je l'ai amené à la maison et je ne suis même pas passé par le réseau. Bon, ça, c'est dans un mode où, évidemment, on peut faire du véhicule to grid. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui doivent être encore affinées au niveau des constructeurs de voitures, mais c'est des choses qui sont techniquement faites. Donc, en parallèle avec le réseau de transport de l'électricité, on peut transporter la même quantité d'énergie qu'actuellement. Donc ça, c'est gigantesque parce que le transport de l'électricité est quand même un secteur pratiquement monopolistique, enfin largement régulé. À partir du moment où on fait du véhicule to grid, on génère un concurrent qui peut effectivement assurer la totalité de transport. Maintenant, il y a des limites, il y a des industriels qui ont besoin de sécurité, des choses comme ça, mais
l'ordre de grandeur de transport d'énergie est du même ordre que celui du réseau belge actuel. Et donc, c'est pour moi une opportunité énorme parce que on va pouvoir créer, un peu comme une lasagne, différentes couches de business autour de la voiture électrique. On va pouvoir dire, ok, la première couche, c'est je charge l'énergie que j'ai produite de manière proche, pas nécessairement sur mon toit, mais 3 maisons plus loin, l'éolienne qui n'est pas tellement loin, de manière synchrone, parce qu'on a largement le temps de charger, et une voiture est souvent à l'arrêt, et donc on peut largement planifier le moment de chargement. Et donc, on peut profiter d'un nouvel attrait de la voiture. La voiture ne servira pas qu'à transporter des personnes, la voiture servira à absorber des points de consommation et servira aussi à transporter de l'énergie. Et ça, c'est un modèle qui sera viable et dont les ordres de grandeur, parce qu'ici on n'est toujours qu'avec 33% de voitures électriques, avec 33%, on déplace déjà la même quantité que tous les trains de charbon il y a avant ou toutes les lignes de tension actuelles. Et donc, on est, allez, c'est quand même pas anodin. Donc, et il y a de la place pour les autres. Je veux dire, si il y a la voiture à hydrogène arrive, ce sera aussi une capacité de stockage. Et s'il reste des voitures au gaz, c'est très bien. J'espère plus des essences, plus des diesels, pour des problèmes de pollution. Et je pense aussi géopolitique. Et donc, avec un modèle à 33% électrique, on génère un concurrent majeur à Ores, un concurrent majeur à Elia, et on va permettre la création de nouveaux business models autour de la production locale d'énergie. Alors maintenant, si on regarde une journée de consommation, on a pris ici un graphique qui représente ici la bande nucléaire, la bande des importations, qui peut être aussi de l'énergie verte, on peut importer de l'énergie verte. Maintenant, il est clair qu'une société qui vend de l'énergie verte en achetant des certificats verts en Norvège et en Islande, il est clair que les électrons qui arrivent chez vous, ils en sont loin d'être verts. Donc, il faut clairement avoir une notion de proximité de la production par rapport à la consommation si on veut être dans un concept vert et local. Et donc, la bande ici, ça c'est la partie générée avec des combustibles soit au gaz, soit au charbon, mais principalement au gaz. Et alors, la bande actuelle de l'éolien, celle-ci, et la bande actuelle du solaire. Bon, évidemment, l'éolien, il est variable, le solaire, il est aussi variable. Et donc, on a pris un certain nombre de journées représentatives pour donner, voilà, ça c'est un peu l'ordre de grandeur. Mais, qu'est-ce qu'on peut faire en Belgique? On peut facilement imaginer qu'on va doubler la partie solaire, on va doubler la partie éolienne. Il y a encore de la possibilité. Évidemment, il ne faut pas faire un recours à chaque éolienne qui arrive, il faut accepter sa part de responsabilité en production d'énergie verte locale, mais il est tout à fait imaginable qu'on double cette production éolienne et on double cette partie photovoltaïque. Et on réduit directement tout ce qui est produit avec du gaz. Donc on réduit la quantité de CO2, on réduit aussi une partie de la pollution et on génère beaucoup plus d'énergie verte. Et on va dire, mais alors là, ici on a trop par rapport à la journée moyenne, la ligne orange, ici on a beaucoup trop, et là on n'a pas assez. Ben, c'est là que viennent évidemment nos voitures électriques qui peuvent, lorsqu'elles sont parquées ou qu'elles sont au bureau la journée, il n'y a pas de problème, on va pouvoir charger. Et la nuit, on rentre avec la voiture, on ramène de l'énergie à la maison et on peut réinjecter sur le réseau. La surface verte et rouge ici, c'est 200 000 voitures. Donc on peut doubler le PV et l'éolien et réduire de 60% la production fossile en Belgique avec 200 000 voitures en capacité de stockage, évidemment bidirectionnelle. Donc on n'est pas dans des ordres de grandeur gigantesques par rapport au parc de voitures actuel. Donc ça ouvre des possibilités énormes en termes de transport, ça ouvre des possibilités énormes en termes de production, et donc il y a quelque chose qui se passe. Alors vous allez dire, oui, mais est-ce qu'on va arriver à produire tout ça? Est-ce qu'on va arriver à amener cette énergie sur le terrain? Si on rêve de 20% en EV en Belgique, on a besoin de 3,3 TWh par an, en plus de la consommation actuelle. Donc de 9 gigawattheures par jour. On était à 250. Donc vous allez dire, c'est l'épaisseur du trait, il n'y a pas de problème. Effectivement, il n'y a pas de problème. Parce qu'en Belgique, on rajoute
tous les ans 2 TWh d'énergie renouvelable, avec les plans actuels, avec le rythme actuel. Et donc, il est évident, ceux qui disent oui, mais non, on va se retrouver dans le noir. Non, on ne va pas se retrouver dans le noir avec la voiture électrique. Hein. On va réellement avoir la possibilité de produire l'énergie pour transporter les voitures. Et donc, pour la partie énergie, il n'y aura pas de blackout. Par contre, il faut trouver des solutions dynamiques, des solutions de réglage qui permettent de charger au bon moment et de manière coordonnée par rapport aux moyens de production. Et donc là, c'est certainement une opportunité pour le secteur IT, où il va falloir collecter énormément de données, il va falloir processer beaucoup de données, faire beaucoup de forecasts et de pouvoir piloter à distance un certain nombre d'enjeux. Et donc, nous essayons pour PowerDale de proposer des solutions orientées vers cette dynamique-là. Maintenant, il reste beaucoup à faire parce que la masse va être gigantesque, le processing va être énorme, mais il y a vraiment des opportunités avec, comme je le dis régulièrement, un effet lasagne avec plusieurs couches de business où chacun pourra offrir sa proposition de valeur ajoutée. Et donc, pour moi, l'EV, c'est vraiment d'abord la flexibilité, hein, c'est le transport de l'énergie et c'est la possibilité d'intégrer de la production verte locale. Hein, parce que je pense que ça a beaucoup de chance de faire de la production verte. Donc, c'est relativement simple à comprendre. Si vous essayez de vendre une borne de chargement à une personne qui a un véhicule électrique et lui dire on va optimiser leur chargement en fonction de la production de PV que vous avez sur le toit, ses yeux ils s'ouvrent comme ça et disent ah oui, c'est ça que je veux faire. Même s'il n'y a pas un business case, même si ça lui coûte plus cher, dire je vais charger l'énergie verte qui est ici sur le toit directement dans ma voiture, ça c'est il y a plein de gens qui sont prêts à investir. Donc on est, et c'est un bon business parce qu'on limite les coûts d'infrastructure et on arrive à synchroniser la production, on arrive à stocker la production verte qui est souvent très volatile, mais qui avec les batteries, on peut vraiment la stocker et l'utiliser au bon moment. Donc la flexibilité, le transport d'énergie, donc la flexibilité des capacités de stockage et l'intégration d'énergie verte. Je vais terminer. Donc on arrive vraiment vers une nouvelle libéralisation du marché, ça c'est clair. Et j'en arrive à mon image. Pourquoi? Cette image pour moi me rappelle vraiment ce concept. Mes grands-parents étaient vraiment occupés dans un business local. Ils étaient occupés dans un business où on partageait les assets, hein, on partageait la remorque, on travaillait en famille, on travaillait en groupe. On avait un transport vert. Et ce transport vert, c'était évidemment ici dans ce cas-ci le cheval, mais dans notre cas, c'est la voiture électrique. Et on transporte de l'énergie verte aussi. Et évidemment, ça demande un peu de coordination. Et là, c'est certainement des opportunités pour beaucoup d'entreprises. Il y a un effort énorme au niveau data, un effort au niveau réglementation, un effort énorme au niveau coordination pour pouvoir assurer ce business model. Voilà, j'ai peut-être encore 3 minutes pour revenir un peu sur Terre. Donc, effectivement, tout ça arrive. Je suis vraiment convaincu. Il reste du chemin à faire. Mais si vous voulez investir dans ce secteur-là, je pense que ça vaut la peine de s'investir dans cette direction. Parce que c'est ça qui va nous sauver, je pense, écologiquement, économiquement, et va générer de nouvelles formes de business. Voilà, rapidement, PowerDale propose en fait des solutions de rechargement qui sont customisables. Donc la plupart de nos clients implémentent un certain nombre de scénarios particuliers sur leur borne de chargement. On propose des plateformes IT ouvertes où les gens peuvent ajouter leur algorithme, ajouter leur coach de business. Et on a évidemment un partnership concept relativement fort parce que PowerDale c'est une boîte de 16 personnes. Et donc on est convaincu qu'on sera plus fort en groupe qu'en restant enfermé sur nous-mêmes. On propose des solutions de rechargement pour les entreprises avec la gestion, évidemment, dès maintenant, de la gestion de la pointe et du moment de rechargement par rapport au PV. On propose des solutions de rechargement pour la partie destination. On propose des chargements à la maison, et ce n'est pas toujours la voiture, mais ça peut être aussi des motos, avec le problème, toute la gestion de la problématique du décompte de la consommation faite à la maison pour une voiture de société. Et on propose des solutions pour l'itinérance et avec des solutions mobiles basées sur la technologie Sigfox. On intègre aussi des solutions de paiement
directe via les applications Banque Contact. L'idée, c'est de partager sa borne et d'autoriser quelqu'un à venir charger à un tarif qui est défini par le propriétaire de la borne, sans avoir à gérer des batchs. On a des plateformes ouvertes qui permettent d'avoir un monitoring complet des installations, de la flotte de bornes. Et si vous ne le savez pas, mais on a gagné le contrat pour les 800 bornes au Luxembourg. Je ne peux pas vous présenter de manière plus claire les bornes parce qu'il y aura une conférence de presse qui sera fin octobre, début novembre, faite par les opérateurs de réseau luxembourgeois. Et ils ont choisi notre borne qu'ils ont customisée pour répondre à la problématique du rechargement public. Et donc voilà, on croit énormément à l'avenir, on croit que cet avenir va grandir, on croit qu'on va pouvoir l'accompagner et je pense qu'il va démarrer relativement vite. Merci pour votre attention. Vu le temps qui est assez précis, est-ce que certains ont des questions? Une petite remarque. C'est très intéressant le fait d'avoir la batterie, mais vous-même, vous n'utilisez même pas 80% de sa capacité. On a fait le choix à notre famille de prendre une Nissan Leaf, de prendre la 24 kW, parce qu'on est salarié côté luxembourgeois, on a 3 km aller-retour d'Arlon, et on a encore trop de batterie aussi. Donc je comprends l'idée de l'avenir, mais déjà maintenant, pour 95% de nos besoins, on est vraiment tranquille. Et voilà, et d'autant plus, maintenant il y aura des bornes. Moi j'ai une borne à l'hôpital où je travaille avec les luxembourgeois. Vous allez mettre 800 bornes, donc je suis d'accord que pour rassurer le bon père de famille qui a peur, c'est bien de dire on va avoir des super batteries. Et en réalité, déjà maintenant, avec toutes les bornes, petit à petit, bien sûr, quand je dois aller dans ma famille à Auvel, je prends la voiture d'un de mes copains ou je loue une, mais au final, rien que sur ma taxe, j'ai déjà gagné. Donc, et attention, je dis ça. À 3, je serais le premier à être. Je voudrais, et voilà, donc, je veux dire, il n'y a pas de souci, mais cette histoire qu'il faut absolument 100 kWh de batterie, je ne pense pas. Déjà maintenant, ça marche bien. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont attendre la voiture à 500 km. Oui, et donc 500 km, on sait que c'est 100 kWh. Je pense que c'est une super remarque. Je suis aussi défenseur de la mobilité électrique et sur les forums, effectivement, les gens sont conscients de ça, mais c'est une minorité. Oui, c'est ça, il faut passer. Et c'est clair qu'on a beau répéter à longueur de journée que la distance moyenne c'est 30 km, 50 km, les gens, ils ont besoin de beaucoup plus que 100. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'avec une batterie, il y a un énorme avantage à avoir une batterie de grande taille, parce qu'on va utiliser très peu en proportion de la batterie. Et donc si vous avez une Tesla, sur une Tesla, il est recommandé en usage quotidien de ne pas descendre en dessous de 50% et pas monter au-dessus de 90%. Donc avec cette plage de 40% sur une grosse batterie, ça vous permet d'optimiser la durée de vie de la batterie. Donc ça, c'est un des avantages d'avoir une grosse batterie plutôt qu'une petite, où on va être beaucoup plus dans la distance. Mais sinon, c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de rouler avec une Tesla comme ceci. Il y a un maître achat pour ceux qui veulent rouler électrique de manière démocratique. Il y a les Peugeot Ion ou les Citroën C0, qui sont deux marques qui ne font absolument rien dans l'électrique, mais qui ont signé un partenariat il y a 5 ans avec Mitsubishi. Et donc, Mitsubishi a développé une voiture électrique pour eux, et donc elle porte 3 noms différents, mais c'est la même voiture. Et vous pouvez la trouver à moins de 8 000 € d'occasion sur le marché. Et c'est une voiture extrêmement fiable avec 100 km d'autonomie. Et c'est vraiment une voiture de citadin. Moi, je vais en acheter en deuxième voiture, en fait. Et j'ai déjà 2 voitures électriques, mais j'en ai une qui est vraiment... Enfin, il y en a 13 en Belgique. J'ai essuyé les plates. Voilà. Elle n'était pas totalement finie. Mais honnêtement, cette voiture-là... pour ceux qui veulent rouler démocratiquement en électrique, et là, vous êtes hyper gagnant par rapport à une Leaf ou quoi, où on va être sur des prix beaucoup plus importants, parce qu'elle a fait toute cette preuve. Merci. Je pense qu'on pourra parler de l'expérience de monsieur ici qui a passé toute sa famille avec les voitures électriques. On pourra vous expliquer tout ça à la pause. Ici, on va passer à la présentation de Tesla, par là, lui-même. Voilà. Oui, désolé, un peu de retard, mais malheureusement, les accidents, ça arrive. Alors, je présume que tout le monde connaît Tesla, plus ou moins, ou dois-je préciser qu'on fait uniquement des voitures électriques? Que uniquement.
Vous allez racheter Solar City, que des panneaux photovoltaïques, des batteries. Je parle des voitures uniquement. Ici. Donc, voitures électriques uniquement. Mais effectivement aussi, on a racheté Solar City où c'est en cours. Notre mission, c'est relativement simple, mais très compliqué en même temps. C'est de faire la transition d'aujourd'hui vers l'énergie renouvelable uniquement. On a démarré la société en 2003. La première voiture est sortie en 2008, c'était le Roadster. Quelqu'un connaît, quelqu'un ne connaît pas. Basé sur une Lotus Elise à la base. En fin de compte, il restait grosso modo 7% de cette voiture et le reste était développé par Tesla. Un peu plus compliqué que juste enlever le moteur et mettre un moteur électrique et des batteries. La Model S, ça, à mon avis, vous en avez vu quelques-unes dehors. Celle-là qui est sortie en 2012. Elle a été renouvelée récemment. Et on a également introduit le Model X, donc le SUV avec les Falcon Wing Doors à l'arrière. Au niveau chargement, là, on en a brièvement parlé, ou peut-être pas brièvement, mais niveau chargement, nous on installe ce qu'on appelle des superchargeurs. Celles-ci sont faites pour faire des longues distances, c'est-à-dire vous pouvez charger très rapidement, continuer votre route. Et au jour d'aujourd'hui, il y en a plus de 200 en Europe. Il y a 3 ans, il y en avait 5. Le développement continue. Et bientôt, voilà. Bientôt, oui, en effet. C'est important. Ah oui. Sinon, le plus proche d'ici, c'est Münster, Luxembourg, et sinon Metz en France. Et si on va dans l'autre direction, Yvel. Et au moins, plus ou moins de distance. Vous avez aussi entendu parler de la Gigafactory. Je ne vais pas préciser plus que ça. Je pense que ça a été fait suffisamment. Donc le Roadster en 2008, Model S 2012, Model X aux États-Unis 2015, idem pour la Model S 2012 en Europe un an plus tard, 2013 et 2016. Model 3, à mon avis, la plupart on a entendu parler, peut-être qu'il y a même des réservations. Celle-là, je m'en touche. Elle est prévue pour les États-Unis l'année prochaine et pour l'Europe l'année suivante. Tout comme Model S, Model X. Le superchargeur, comme j'ai dit, vous permet de reprendre votre route rapidement quand vous êtes, disons, entre la Norvège et le sud de la France. Ici, vous chargez pour la Model S, Model X sans coût. Vous y allez, vous branchez votre voiture, vous attendez en moyenne 25 à 30 minutes et vous reprenez votre route. Dans tous les cas, le GPS vous indique combien de temps est prévu pour le chargement et vous prévient sur votre smartphone également quand le chargement est suffisant pour continuer. Comme je dis au début, 5 en Europe, aujourd'hui plus de 200 et plus de 3000, ouais, maintenant à mon avis c'est plutôt 4000 stations superchargers proprement dit dans le monde. Celles-ci sont un peu datées, il y a beaucoup plus maintenant au niveau retail, les points rouges que vous voyez sont nos magasins, les points gris sont celles qui sont en construction, je pense même qu'on voit celle du Luxembourg. Celle-là devrait évidemment maintenant être rouge, tout comme beaucoup des autres points. Idem pour ce qui est service. Évidemment, avec le modèle 3 qui arrive, il faut plus de points de vente, plus de points de service, et surtout, il faut plus de superchargeurs. Le plan pour les superchargeurs, c'est les doubler pour l'arrivée de la modèle 3. Le modèle X, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu, si tout le monde l'a vu, si une partie l'a vu, probablement une partie. Les portes à l'arrière, je pense qu'il n'y a pas un autre SUV qui les a, à moins
quelqu'un en est sorti une en Chine, quelque part entre eux, c'est toujours possible. Celle-là, contrairement à la Model S, vient par défaut en 4 motrices et peut tracter. Chose que la Model S vient par défaut en propulsion, disponible également en 4 motrices, mais celle-là ne peut pas tracter. Et Model 3, encore une fois, je pense que tout le monde la connaît plus ou moins, a vu la présentation. On veut les derniers chiffres. Combien de ventes? Le dernier chiffre que nous on a reçu, c'est 375 000 pré-réservations. Mais c'était au mois de juin. Oui. Comme tu dis, Martin. Ça continue à monter. Ouais. J'en ai encore fait une en magasin aujourd'hui, donc je peux confirmer, effectivement, oui, ça continue à monter. On donne quoi comme date? À voir. Encore une fois, sortie 2017, 2018 pour l'Europe, pour les réservations qui arrivent maintenant. On va voir. Mon avis, bien avant ça. J'espère aussi. Je pense qu'il y a presque 400 000, ou peut-être plus de 400 000 autres personnes qui l'espèrent aussi. On a vu un peu ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on fait actuellement, qu'est-ce qu'on fait dans le futur. Autopilote, c'est déjà actif depuis un bon moment. La mise à jour V8 arrive. À partir de la semaine prochaine en Europe. Energy Storage Solutions, ce sont nos batteries qu'on peut installer à domicile ou à la société. On peut très bien le faire aussi. On peut les combiner, on n'est pas obligé d'en prendre juste un. On peut les combiner plusieurs avec, encore une fois, on revient sur le setting des panneaux photovoltaïques sur le toit et utiliser ou bien pour alimenter la maison ou alimenter la voiture ou les deux, en fonction de la capacité qu'on a et de la capacité dont on a besoin quotidiennement. Avec une annonce le 26 octobre. Celle-là, moi je la connais. Il va annoncer un nouveau produit, une nouvelle offre sur la combinaison du photovoltaïque, des toits solaires, du stockage et des meilleurs convertisseurs AC/DC. C'est possible, mais je ne suis pas au courant. Modèle 3, encore une fois, on en a parlé, et Relentless Innovation, ça, on n'a qu'à regarder Autopilote. Encore une fois, la mise à jour V8 arrive à partir de la semaine prochaine pour l'Europe. Encore une fois, quelque chose qui est en développement constant. On améliore le système et, dans la mesure du possible, on fait du software qui va, en maximisant l'utilisation du hardware, on développe du software. Aujourd'hui, pour donner un exemple, le radar voit la voiture devant. À partir de V8, elle voit la voiture devant et la voiture devant elle. Donc imaginez quelqu'un devant vous ne voit pas la voiture devant elle, qui pile sur les freins. Ben, votre voiture le verra et elle pourra piler sur les freins avant que celui de devant ait le temps de le faire. Modèle Y. Non, pas au courant. Merci. Aujourd'hui, on a livré bien plus de 100 000 voitures. Les derniers chiffres pour Q3, c'était 24 500 voitures livrées. Encore une fois, 1,7 milliard de miles, donc 2 milliards de... 3 milliards. Oui, De miles. miles. 1,6, ça fait 3, oui. Oui, c'est 3 milliards de miles. Oui. Bien plus que ça, déjà. Ça va vite. En effet. 180 millions de litres de gasoil ou d'essence qu'on n'a pas utilisé. Encore une fois, superchargeur 600 dans le monde. Encore une fois, ça a augmenté depuis. On doit être à plus de 700 maintenant. 1000 voitures produites par semaine. Encore une fois, beaucoup plus aujourd'hui. À peu près, en effet, à peu près 2000 par semaine.
15 000 employés, je pense qu'on doit être aux alentours de 18 aujourd'hui. Il y a 3 ans, on était à 4 000, bien entendu. Pas 4. 4, ça date déjà de, oui, un peu plus longtemps. Et encore une fois, magasins et services dans le monde, 200 plus, là on est largement au-dessus. Luxembourg a été ouvert depuis que ça a été fait. Très brève introduction de Tesla. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Je présume qu'il y en aura quelques-unes. Ou pas. C'est que vous avez mieux compris que les autres, parce que moi j'ai déjà vu cette présentation-là, il y avait plus de questions. À mon avis, vous avez mieux compris. Ok, on a vu le. Go Byron. Bonjour, Byron Sobot, président de Tesla Biologique. Ma question est, on a vu maintenant le nouveau mission de Elon Musk Part 2. Oui. Il y a beaucoup de choses nouveaux dedans. Des bus qui roulent soi-même. Et des voitures qui roulent soi-même, et Voilà. des voitures qui travaillent pour toi, ou pour nous tous. Voilà, des choses comme ça. Car as a service peut-être dans le futur. Est-ce qu'il y a déjà un timeline pour ça? Si on prend Part 1, ça a pris 10 ans. Ouais. Si on prend Part 2, 5 ans. peut-être bien. Maintenant, peut-être, encore une fois, il n'y a pas de timeline définitif, mais évidemment, ça va de plus en plus vite. Mais oui, comme tu dis, la voiture, quand est-ce qu'elle travaille? Elle travaille à peu près 5 à 10% de 24 heures par jour. Le reste du temps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Ce serait quand même mieux que ces voitures-là puissent travailler pour nous et éventuellement qu'il y aurait moins de voitures sur les routes. Ça nous aurait évité le délai, enfin le retard qu'on a eu aujourd'hui. Peut-être. Si déjà elle ne faisait pas de bruit et qu'elle ne puait pas, qu'elle soit bloquée dans le trafic, mais avec le confort d'une voiture silencieuse et avec un autopilote. Pour faire des hélicoptères électriques. Ça aussi, combiner les deux. Faire des autoroutes avec plusieurs niveaux. Ou faire des voitures qui volent au-dessus, par exemple. Il faut rester focus sur la mobilité. Et c'est vrai qu'Elon Musk qui donne le vertige quand on voit sa vie et quand on voit le futur de Tesla, ça va devenir vraisemblablement dans les 20 ans à venir des sociétés, toute industrie confondue, les plus importantes au monde. Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il touche à un marché qui représente des milliers de milliards de dollars par an. Donc il y a une petite simulation amusante qui présente le monde en 2030 et le rôle de Tesla en 2030. Bon, le gars il est vraiment motivé par Tesla et il voit un véhicule sur 4 dans le monde qui est vendu par Tesla. C'est un peu de... Mais en tout cas, oui, il faut lire sa biographie. C'est vrai que c'est... On n'a qu'à regarder en 2003, quand Elon a démarré la société, tout le monde a rigolé. Tout le monde a dit c'est pas possible. Mais c'est pas lui qui a démarré. Mais En partie. oui. Moi, j'ai une question plutôt au niveau de délai. Admettons qu'aujourd'hui, je veux, par exemple, remettre 2 voitures dans ma société en Tesla. Oui. Si je vais à la concession de Luxembourg et que je commande deux voitures d'un modèle existant à l'heure actuelle, combien de temps il faudra pour qu'elles soient délivrées? Un peu de choses près. À peu de choses près, 3 mois. Ah, c'est 3 mois seulement? Oui. Ok, et le nouveau modèle, c'est peut-être beaucoup plus de 3 ans, mais forcément. C'est le même délai qu'il nous dit, tu commandes. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je pose la Tu question. peux même aller plus vite. Ouais. Byron a repris des voitures de stock qui sont quasi neuves, hein, ils ont à peine servi. Tu vas directement, tu as les clés, tu sors, au moment que ton banquier est d'accord avec toi, tu sors et c'est bon. Ou même plus vite acheter ma vue. Le marché de l'occasion se porte bien, hein. Il y a des affaires. Ok, Oui. les Powerwall. C'est quoi vraiment ça, par contre, je ne serais pas vous répondre. Ouais, donc il n'y a pas encore. Le délai, Si, hein, il y en a, mais les délais, il faut voir, Oui. parce que c'est plutôt du côté néerlandophone, donc on a l'expérience avec Eneco.
Parce qu'il y a des concurrents au Power forcément, chez LG, chez d'autres trucs, donc du coup, enfin, voilà. Après, il faut voir ce que le paysage belge politique veut bien nous laisser avoir chez nous. Schneider, Mercedes le faisait, c'est pas nouveau en tant que tel, mais disons que c'est la suite logique qui fait des Oui, batteries. tout à fait, bien sûr. Enfin, il aurait été bête, enfin, moi j'ai même pas Non, pensé, c'est j'ai clair, dit ça, c'est j'étais con. C'est logique quoi, t'as des batteries, tu dans une voiture, ça reste une batterie quoi. Évidemment. Et maintenant c'est même BM qui a recyclé, parce qu'on parle aussi des recyclages, qui a recyclé des packs de batteries dans un truc comme Olivier expliquait, un centre tampon en fait. Ouais. Et donc c'est tout des, c'est comme des piles crayons quoi, et ils s'en servent pour recycler cette énergie-là. Je sais pas si on fait ça toutes les voitures. Mais... Si je veux juste me permettre, on va juste faire la pause maintenant. De toute façon, c'est bien Martin, là, tout le monde est toujours là. Donc ceux qui étaient inscrits pour le drive test qui n'ont pas fini les documents, ils vont peut-être finir les documents. Comme ça c'est fait. Et sinon le bar est nouveau ouvert et on reprendra à 20h15 pile. De toute façon, je vous le dirai. Merci. Merci. Oui, on a les mêmes points.